Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на виртуальную площадку Русского дома в Брюсселе. Bonsoir, chers amis, et bienvenue à la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Мы продолжаем наш цикл вечеров с главным музеем России и одним из самых интересных музеев мира и крупных мировых музеев, Государственным Эрмитажем. Nous continuons notre projet de rencontre soirée avec un des plus importants musées du monde, le musée de l'Ermitage. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau projet de ce musée. И мы очень рады, что можем сегодня представить вам новый проект. Но прежде, как всегда, несколько технических деталей. Mais bien évidemment, avant, quelques détails techniques. Si vous nous suivez en français, choisissez s'il vous plaît la piste française en cliquant sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Parce que notre soirée d'aujourd'hui se déroule avec une traduction simultanée en français. Если вы нас слушаете по-русски и сейчас слышите то, что я вам говорю по-русски, ничего не меняйте, либо вы можете выбрать русскую дорожку звуковую, нажав на иконку с изображением глобуса внизу справа вашего экрана. Наша встреча сегодня проходит с синхронным переводом на французский язык, и я заранее благодарю нашу коллегу, переводчицу Наталью Климову за ее работу и прошу Нину Ивановну Тарасову учесть этот момент и говорить медленно и понятно, чтобы переводчику было легче работать. Конечно, теперь я уже перехожу на русский язык. Конечно, Bien sûr, vous pouvez poser vos questions et je vous le propose de le faire. Cela peut se faire par deux moyens. Vous pouvez écrire votre question dans le chat. Soit vous pouvez également lever votre main et faire votre commentaire en voix haute. Pour le faire, il faut lever votre main en appuyant sur le bouton qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Maintenant, on va passer à notre soirée d'Ermitage d'aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que nous avons eu beaucoup de chance. Tout d'abord, parce que ce projet formidable se développe. Donc, c'est une première d'organiser ces soirées d'Ermitage en Belgique, à la Maison Russe de Bruxelles. Je pense que nous sommes les plus chanceux parmi les maisons russes à l'étranger. Et un autre moment, pourquoi nous avons de la chance, parce que nous allons voir une exposition absolument nouvelle. Parce que les réunions précédentes nous montraient les expositions qui avaient déjà eu lieu. Mais cette exposition d'aujourd'hui, c'est une exposition qui est maintenant est organisée en ce moment à Saint-Pétersbourg. Et donc, je vous invite de visiter cette exposition virtuelle qui se trouve maintenant à l'Ermitage. Et avec un grand plaisir, je vous propose la coordinatrice la commissaire de cette exposition, Madame Nina Tarasova, qui est la responsable des arts appliqués du département de l'État du musée d'Ermitage. Et je voudrais également vous présenter deux personnes dans cette vidéo d'aujourd'hui. Ce sont les collectionneurs, Monsieur Nazim Mustafaev, dont la collection
est également présentée pendant cette exposition et Madame Svetlana Dotsenko, la directrice et la conseillère, pardon, du directeur général de l'Ermitage qui coordonne le projet Les soirées d'Ermitage dans la Maison Rouge russe à Bruxelles. Et donc, grâce à qui cette série de soirées a été rendue possible. Encore un grand merci à Svetlana. Et maintenant, je vais passer la parole à Nina Ivanovna. Et je vais écouter moi-même avec plaisir parce que l'art déco également, comme l'art nouveau, c'est un sujet très actuel et très important à la fois pour la Russie, pour la Belgique et pour tout le monde artistique mondial du monde. Et bien sûr, et Madame Nina Ivanovna, on vous écoute tous avec beaucoup d'attention. Bonsoir, chers participants. Un grand merci que vous vous êtes réunis ici aujourd'hui pour cette réunion, pour cette soirée, malgré le fait que nous sommes à une grande distance. Je pense que cette exposition d'Ermitage va nous rendre beaucoup plus proches les uns aux autres. Nous avons nommé notre exposition Les rêves emballés, la mode art déco de la collection de l'Ermitage d'État et des collections de Nazim Mustafaev. Я думаю, что нормально так, Нина Ивановна. Отлично, спасибо большое. Все вы прекрасно знаете, Vous connaissez tous que cette année, nous fêtons le 5e anniversaire de l'exposition mondiale à Paris. Notre exposition, nous avons ouvert pratiquement le jour le jour même que à Paris. Donc, à Paris, l'exposition a été ouverte le 29 avril et à l'Ermitage, nous l'avons ouvert le 28 avril, donc 100 ans plus tard. Pour nous, la tâche était très difficile. Donc, pour trouver les pièces qui auraient montré ce style, non pas seulement à l'Ermitage, mais également dans tous les musées russes, on ne peut pas les trouver en grande quantité. Il y a juste quelques pièces, très peu de pièces qui nous restent parce que ce style n'est pas qu'il a contourné la Russie, mais l'idée même de l'art déco, l'idée d'un luxe confortable, elle ne coïncidait pas les idées principales de la révolution russe. Et ce genre de choses n'ont pas été collectionnées ni à cette époque, ni plus tard. Et juste pour vous montrer au moins une partie de l'art déco, pour vous illustrer la mode de cette époque-là, nous avons dû utiliser l'aide du collectionneur Nazim Mustafaev et c'est parfait que ce genre de collection existe en Russie. Et c'est une collection merveilleuse des robes faites en perles des années 1920, début 1930, dont Nazim Mustafaev a plus de 110. C'est également une collection formidable de chaussures de la même période. Et donc, cette partie de sa collection, en fait, surpasse 400 pièces. Donc, pour nous, nous avons fait face à une tâche de bien sélectionner les pièces. Mais quand vous allez voir le film, vous allez comprendre que nous avons fait les bons choix. Pourquoi nous avons choisi ce titre, Les rêves emballés? Nous avons choisi ce titre du travail de philosophe canadien et Marshall McLuhan.
et il a écrit son livre dans les années 60 du XXe siècle et ce livre a été consacré à l'information, aux informations, aux médias. Et il y a quelques lignes merveilleuses qui caractérisent très précisément beaucoup de domaines de l'art déco et surtout l'art déco américain. Et c'est surtout le cinéma sans lequel il aurait été difficile de s'imaginer l'art déco. Et cette phrase, les rêves emballés, ces idées qui le cinéma américain a apporté en Europe, nous avons pris comme pour base. Et donc, je pense que nous avons réussi à emballer nos rêves, ce qu'on peut ressentir chez nos participants. C'est pas que nous avons consacré notre exposition à la mode, c'est que nous avons essayé de montrer ce temps difficile, cette époque difficile entre les deux guerres mondiales, alors que d'un côté l'Europe a juste commencé de récupérer après les horreurs de la Première Guerre mondiale et essayer de profiter de la vie pacifique pour oublier la couleur kaki, pour oublier les uniformes militaires, pour profiter de la nouvelle musique et de rythme nouveau, que l'Europe a commencé à tomber dans une autre guerre encore plus horrible et plus difficile. Et ce tragisme avec une hystérie du plaisir, c'est ça que nous avons essayé de montrer dans notre exposition. Dans notre exposition, vous pouvez trouver les pièces des collections privées de Moscou et Saint-Pétersbourg. Ce ne sont pas seulement les costumes et les chaussures, mais nous avons également une grande collection de kimonos parce que le Japon n'a pas évité l'influence européenne de l'art déco. C'est également une collection intéressante de poupées de boudoir et une couverture des premières pages du magazine Harper Journal de 1919 jusqu'à 1934. Et la mode entre dans le contexte historique grâce aux œuvres de l'art, grâce au dessin de l'Ermitage. Avez-vous des questions pour l'instant? Пока у нас нет вопросов, у нас Pour есть l'instant, nous n'avons pas de questions. нас благодарят за Nous avons ici en fait, des participants qui ont réagi en disant que, en fait, ils sont contents de voir cette soirée. Et maintenant, on va regarder notre film sur l'exposition. Je suis très contente que cette exposition a lieu, qu'elle a lieu à l'Ermitage, parce que l'histoire de la création de cette collection des arts appliqués de l'Ermitage, y compris les accessoires et les costumes, c'est que si on voulait montrer la mode de l'art déco dans toutes ses
nuance, je pense que cette tâche aurait été impossible et c'est parfait que nous pouvons, dans les murs de l'Ermitage, faire connaissance à une collection de haut niveau de robes et de chaussures et d'autres accessoires qui font partie de la collection de Nuzim Mustafaev, un chercheur, un collectionneur et un grand propagandiste de la mode. Ce projet, Les Rêves emballés, fait partie justement à une grande histoire compliquée et bien sûr le point de départ était la date du 28 avril 1925 à Paris qui a eu une exposition qui a donné son nom à l'Art déco. Et à partir de ce moment, cette idée même a été née. Et comme Nazim Mustafaev était le partenaire collectionneur, pas seulement pour la collection des robes, mais également pour les accessoires, nous avons essayé de faire entrer cette collection dans le contexte de l'Ermitage. En parlant de la mode, nous comprenons les limites matérielles parce que c'est impossible de présenter toute la collection de l'Art déco dans une seule exposition, en sachant que nous avons très peu de collections, mais heureusement, nous avons beaucoup d'autres collectionneurs qui ont complété nos robes avec leurs robes. Par exemple, nous avons Vadim Poleyakov et un autre collectionneur qui nous ont proposé leur sac à main fait en perles et décoré avec des perles. Il faut comprendre que sans les peintres russes, comme par exemple tel que Roman Kubov, il n'était pas possible de comprendre l'art déco russe. Et l'un de nos collègues également a exposé ici les couvertures du journal Harper's Bazaar. Ici derrière, vous pouvez voir les kimonos qui sont exposés de l'année, les kimonos entre 1916 et 1934. C'est le temps où le Japon était malade, entre guillemets, par l'Occident, à tel point que tous les sujets occidentaux étaient considérés très modernes et l'art déco a influencé énormément sur l'esthétique, sur les combinaisons de l'occidental et du japonais. Pour eux, c'était très important. Et pour nous, c'était très important le fait que nos artistes, combinaient ces différentes choses. Nous avons également présenté les poupées du boudoir de la collection d'Irina Oglinsk qui a une très grande collection. C'est juste une petite partie que nous avons présentée ici, mais c'est très important parce que toute la mode de cette période était surtout pour les jeunes, peu importe qui portait ces pièces. Si avant il y avait une mode pour les jeunes, dans les années 20, c'était surtout une mode pour les jeunes, même les personnes plus âgées jouaient avec ces poupées-là. Et donc, ces poupées dans cette collection sont absolument légitimes. Et donc, nous avons Alexandre Lisitsyn et Daria Berezkina qui ont présenté leurs pièces différentes. Par exemple, les ballons égyptiens qui ont bien complété les robes de cette époque. Et nous sommes très reconnaissants à nos amis qui ont pu compléter notre collection avec les différentes pièces. Et en effet, pour la mode de cette période, l'idéal d'une femme androgyne est très caractéristique. Donc, la ligne de la taille change son emplacement, comme cela est le cas toujours pendant quelques événements importants dans le monde, comme par exemple les révolutions ou les guerres. Mais comme Jean Lavant était la matrice de la mode du
XVIIIe siècle, elle avait inventé la robe de style avec des paniers. Souvent, ce sont des paniers plats parce que ce on appelait au XVIIIe siècle le panier au coude. Et souvent, ces robes étaient utilisées comme des robes de soirée. Elle les aimait beaucoup. Et nous avons présenté cette robe dans notre collection qui fait beaucoup de différences avec des autres robes standards, en fait, de cette époque. Mais même si le design était très semblable, les décorations de ces robes sont uniques à chaque pièce. Cette robe est unique. Donc les robes pouvaient se répéter parce que les façons de ces robes étaient publiées dans les journaux, dans les magazines de mode, mais toutefois, il n'était pas possible que ces robes étaient complètement identiques parce que c'était le travail manuel. Donc, si c'était pas un gros atelier qui avait préparé déjà la décoration, donc faisait ces robes, on les décorait chez soi à la main. Bien sûr, dans ces robes, c'est le travail euh, qui nous impressionne, un travail incroyable qui durait pendant plusieurs heures. On est impressionné combien de cœur, de travail et de professionnalisme est mis dans ces robes. Et bien sûr, ces robes elles sont très fragiles et toutes les coutures sont faites à la main. Il n'y a pratiquement pas de points de suture fait à la machine. Et on peut imaginer combien de temps les couturières ont passé pour créer cette beauté. Et non pas seulement dans les robes qu'on peut trouver beaucoup de l'art, de cœur et du professionnalisme, mais également dans les chaussures, dans les sacs à main et dans les poupées. Tout cela est fait à la main et très beau. Vous pouvez voir beaucoup de beauté dans notre exposition. Les années 20 du siècle dernier ressemblent aux années après la Révolution française parce qu'il y a eu de grands changements dans la société. Si après la Révolution, c'est la structure même de la société a changé et une des fonctions des vêtements qui montrait la classe sociale, elle est partie. Et c'est la même chose qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, il y a eu le conflit des générations et la nouvelle génération a commencé à refuser les principes moraux des anciennes générations. Et les femmes ont commencé à travailler. Et au travail, tu es habillé simplement, tu as des cheveux courts, parce que tu travailles à la machine, tu commences à t'habiller en combinaison. Tu n'as pas besoin de jupe multicouche. Donc, les femmes travailleuses ont dû passer beaucoup de temps dans les usines et elles avaient besoin d'un divertissement et où elles pouvaient le trouver. C'est dans les films, dans le cinéma muet. Et nos designers ont utilisé ce monde du cinéma muet. Et on peut plonger dans de ce cinéma, des films de la société Metro-Goldwyn-Mayer parce que beaucoup de films venaient de l'Amérique et nous avons essayé de montrer ce contexte de beaucoup de lumière théâtrale et les projections ici ont été prises de ces films muets. Pendant cette époque,
une autre classe sociétale qui apparaît. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais pas grâce à leur travail, mais grâce à la bourse, grâce à d'autres ressources. Et ces gens-là sont contents, ils sont fiers qu'ils peuvent se reposer. Et même malgré la démocratisation dans la mode, la différence dans la société entre ces classes, elle reste. Moi, je dirais pas que ces robes portaient les personnes simples, les personnes en fait pas très riches. Bien sûr, ces robes sont surtout, ces vêtements sont pour les personnes jeunes avec un peu d'argent qui pouvaient se permettre d'aller dans des clubs, faire la fête. Ce sont pas des robes pour les aristocrates, bien sûr, mais en même temps, ce ne sont pas des robes pour les personnes travailleuses en fait qui ne sont pas très riches. Donc cette voiture est apparue pour continuer ce rêve d'une belle vie, les belles femmes qui partent à bord de cette voiture dans la nuit et après on peut s'imaginer où est-ce qu'elle allait dans ce cabriolet. Et cela faisait partie de leur vie de rêve. 1929, l'Amérique est déjà dans le bousculement et pourtant les producteurs américains produisent cette voiture de sport très belle, 81 chevaux, 4,5 litres de consommation. La vitesse pouvait atteindre 140 km à l'heure en 1929, vous pouvez vous imaginer. Mais donc le temps était quand même compliqué et la production de cette marque a été finie en 1931. Donc la production a duré environ 1 an et demi, donc environ 3000 pièces ont été produites de cette voiture même, de la série 44. Elle avait été achetée très rapidement. Et aujourd'hui, ce n'est plus une voiture, c'est les voitures antiquaires. Et si vous regardez les anciens films avec Agatha, faits sur les œuvres d'Agatha Christie avec Hercule Poirot, c'est là que vous pouvez trouver justement cette série de cette voiture de la marque Buick. Если вы не знакомы с этой эпохой, Si vous ne connaissez pas cette époque, je vous recommande de commencer à étudier les stands avec les tests les textes que vous pouvez trouver dans le petit Ermitage. Si vous êtes au courant de ce que se passait dans cette époque et si vous voulez commencer votre voyage d'une façon inhabituelle, vous pouvez aller à Buick. Rester un peu à côté de cette formidable voiture à belle forme et avec son design merveilleux et ensuite imaginez comment vous entrez dans cette voiture dans l'époque de l'art déco, ces années folles de 1920 qui, selon Jean Cocteau, étaient juste un éclair alors qu'il semblait être de la lumière dorée. C'était juste un petit éclair avant de sombrer dans les ténèbres encore plus profondes. Nous avons beaucoup travaillé avec le conseil de jeunes, la ligne de temps qu'ils ont construit en utilisant des faits historiques pour expliquer ce qui s'est passé dans cette période, les citations des films, les citations des personnes célèbres et peu célèbres, le pont qu'ils ont construit entre la mode et l'époque de la consommation, ce qui était dans les années 20 et ce que nous consommons aujourd'hui, à quel point la mode était en fait éphémère, à quel point elle était importante à cette époque-là. Si vous comparez les modes de 18e, 19e siècle, les femmes posent
pratiquement toutes la même question. Comment ils pouvaient porter ça? Et quand on leur montre la mode de 1920, pratiquement toutes disent pourquoi on ne fait plus ce genre de pièces. Moi, j'aurais bien aimé porter ce genre de choses. C'est bien sûr la mode. En fait, ces vêtements, on peut pas vraiment porter à beaucoup d'événements. Il y a maintenant une perte de la mode comme un événement en général. Parce que le mot mode vient du mot grec modus qui signifie l'ordre, qui signifie un seuil, un niveau pour tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons un millionnaire qui peut porter un t-shirt à $3 et une autre personne qui ne correspond pas aux critères de l'aristocratie peut porter des vêtements de marque. Et donc, tout est mélangé aujourd'hui. Mais quand même, la mode dans son esprit reste vivante. Bien sûr, nous avons des exemples où les gens décorent leurs appartements et maisons dans le style du Louis XIV, mais c'est un peu ridicule aujourd'hui. Mais les vêtements dans le style de l'art déco peuvent correspondre à l'esprit de la personne parce que nous avons le luxe accessible, la fonctionnalité et la beauté dont on nous inspire tous. Да, действительно, просто наслаждение. En effet, c'était un grand plaisir. Спасибо вам большое, Нина Ивановна. Merci beaucoup, Nina Ivanovna. Je vous propose Обсудить de discuter ce que nous avons vu. Donc, posez vos questions, faites vos commentaires на правах хозяйки платформы. et Задам свой вопрос. je vais poser ma question à moi. Je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai beaucoup de questions à poser. Mais tout d'abord, je voudrais dire, c'est que Не могли бы вы подробно рассказать о происхождении вот этой выставки? В основе ее лежит частный pourriez-vous nous parler de l'histoire de la création de cette collection? Parce que d'après ce que j'ai compris, à la base, c'était une collection privée parce que c'est pas souvent que les personnes collectionnent ce genre de pièces. Et qu'est-ce qui est inclus dans cette collection? Pourriez-vous nous en parler un peu plus de cette collection même? Bien sûr, c'est le collectionneur, Monsieur Mustafaev, qui aurait pu raconter mieux. Mais comme cette question a été posée à moi, je vais essayer de répondre. Nazim Mustafaev, c'est un grand collectionneur très connu des chaussures. Il n'est pas seulement un collectionneur, mais également un chercheur. C'est assez rare quand la personne n'étudie pas seulement ses collections. Il écrit des livres, il les publie, il les rend ses collections accessibles à la public. Au public. Et en plus, Nazim Mustafaev a créé le premier musée virtuel des chaussures. Donc, vous pouvez aller sur son site qui s'appelle Shoe Icons, c'est en anglais. Donc, vous pouvez trouver des chaussures ethniques. Il y a des chaussures exotiques, il y a beaucoup de chaussures chinoises et les chaussures divisées par les périodes du 18e, du 16e siècle. Et Nazim Nafaev, d'après ce que j'ai compris, a fini son travail sur le livre de chaussures du 20e siècle. Et comme il l'a dit, son livre comporte plus de 105 pages et illustrations. Donc, c'est une personne très intéressante
qui nous a donné la possibilité de créer cette exposition, cette fête de la mode Art déco. Et donc, la collection des kimonos, c'est la collection de Natalia Bakina, qui n'est pas seulement une collectionneuse, mais également une connaisseuse. Vous allez dû voir combien de temps nous avons mis pour mettre ces kimonos sur les mannequins. Les kimonos a été mis avec toutes les connaissances des vêtements traditionnels japonais. Et pourquoi nous avons mis ces pièces japonaises? Je l'ai déjà expliqué tout d'abord, c'est les motifs japonais, la gravure japonaise qui sont très populaires dans l'époque de l'art déco. Il y avait des branches de sakura en perles et les japonaises même voulaient être à la mode et elles incluaient quelques détails européens dans leurs vêtements. Ils pouvaient par exemple mettre en fait un chapeau cloche. Ils pouvaient mettre les chaussures très à la mode avec un petit sac à main en perles, avec des perles. Bien sûr, toutes les deux collections et toutes les autres qui font partie de cette exposition sont vraiment merveilleuses. La sélection était stricte. Il aurait été impossible d'exposer toutes les collections des participants de notre exposition. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Nous avons une autre question que nous avons reçue de nos participants par écrit qui concerne les chaussures. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire un commentaire concernant la participation du Japon et ces thèmes de l'Est de la Russie. Ça vient de l'art nouveau. Comme nous sommes en Belgique et la Belgique fait partie de l'art nouveau et nous avons ici beaucoup de monuments architecturaux et pas seulement, pratiquement dans toutes les résidences de Bruxelles et tous les bâtiments de Bruxelles et d'Anvers, on peut retrouver ces motifs. Et donc, le Japon a été représenté par un style précédent et donc on peut dire que l'Europe a eu son influence sur le Japon. Donc, c'est la continuation, la suite de cette influence de l'art nouveau qui ensuite est devenu l'art déco et donc c'est un intérêt mutuel entre la culture japonaise et occidentale. Donc la question que nous avons reçue concerne les chaussures. Donc les chaussures sont en très bel état et elle est pratiquement comme neuve. Comment vous avez pu avoir ces pièces? J'ai l'impression que ces chaussures n'ont jamais été portées. Comme c'est souvent le cas, le public pense que les pièces présentées, exposées, sont pratiquement neuves, jamais portées, comme les robes jamais portées. En fait, c'est en manœuvre des musées quand, grâce à la lumière, grâce aux vitrines, nous montrons les meilleurs côtés d'une pièce et les côtés plus mauvais de la même pièce, on peut un peu camoufler. Et dans la collection de Nazim Mustafaev, nous avons des chaussures dans un très bel état qui pratiquement n'a pas été portées. Vous avez raison. Ce sont les pièces d'exposition. Dans la plupart des cas, nous avons quelques chaussures qui sont vraiment en état pratiquement parfait. Donc, on les a produits et mis pour les admirer. Les autres pièces, souvent, les chaussures avaient été portées. Il y a quelques semelles qui est un peu
sont dans un mauvais état. Il y a quelques égratignures, il y a quelques en fait, quelques griffures, quelques traces qu'on peut trouver sur sur la surface des chaussures. Il y a des personnes dans le public qui peuvent venir pour trouver ces côtés-là, pour trouver euh, en fait, euh, ces côtés-là, ces égratignures, etc. Mais c'est la plupart quand même du public admire ces collections. Chaque chaussure, chaque paire de chaussures est mis dans une boîte et on met un petit coussinet dans la chaussure pour ne pas déformer les parois de la chaussure. Et sur chaque boîte, on peut retrouver la photo de des chaussures avec sa petite description. Nazim Mustafa, même s'il ne travaille pas dans un musée, il comprend très bien comment faire pour conserver les pièces. Ici, dans le chat, nous avons envoyé l'adresse du canal de Monsieur Mustafaev dans l'Instagram où on peut trouver sa collection de chaussures. Donc, c'est le musée Shoes Icons dont vous avez parlé. Maintenant, parlons des robes. Votre exposition généralement présente la mode de l'art déco de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis. Et vous avez mentionné qu'en Russie, ce style n'a pas été développé. Je vous dirais sincèrement, dans votre exposition, j'ai vu quelques robes de robes semblables, j'avais vu dans le placard de ma grand-mère et même les chaussures ressemblaient aux chaussures de ma grand-mère et même ma mère continuait à les porter. Et donc, peut-être vous pourriez nous en parler un peu de l'art déco russe. Oui, vous avez raison, sans doute. Le style de l'art déco n'a pas évité la Russie soviétique. C'est qu'il a pris une forme différente en Russie après la révolution de 1917 et après le début de l'époque du communisme militaire. Les femmes soviétiques étaient obligées de survivre tout simplement. Et en fait, elles ne pouvaient pas penser à la mode. Les conditions étaient difficiles, l'économie démolie, la crise, la suite de la guerre civile, tout cela a eu son impact. Et même pendant les températures, les grands froids à Saint-Pétersbourg, on pouvait trouver une personne qui portait en fait un chapeau canatier également avec des gants de bal qui n'avaient pas pu échanger pour des produits. Et en 1931, une nouvelle politique a été adoptée en Russie et laxicités ont pu être adoptées. Par exemple, les étrangers pouvaient rentrer en Russie. Cela concernait également les informations qu'on pouvait retrouver dans les journaux, dans les magazines à la mode. Et les gens commençaient à s'habiller différemment. Mais bien sûr, c'était la petite partie de la société. Ceux qui pouvaient partir à l'étranger, c'était surtout les artistes, les scientifiques, les écrivains, et ils apportaient quelques objets de l'étranger en partageant avec les membres de la famille. Et pour tous les autres qui voulaient bien sûr être beaux et espérer pour le meilleur,
Et c'est les peintres modernes qui sont venus à leur rescousse. C'est Vera Mouchina, Alexandre Ester. On ne peut pas éviter le nom de Alexandre Rodchenko et d'autres activistes de cette époque de l'art déco, du constructivisme russe. Et également, c'est Nadezhda Lamonovna, la grande modélière russe, qui a pu survivre la révolution russe et la guerre civile grâce au fait qu'elle en fait était couturière des femmes de hauts fonctionnaires. Elle a eu quelques difficultés et son mari avait souffert pendant la terreur rouge, mais quand même, elle continuait son travail en comprenant que pas les paniers sur les robes, pas les silhouettes en fait des silhouettes féminines du passé, tout cela est parti. Elle comprenait qu'elle devait chercher des matières accessibles au public. Par exemple, les en fait, torchons faits à la maison, quelques morceaux de matière qui, avec des décoration devenait très moderne. Et après qu'elle a organisé les ateliers et après qu'elle avait été invitée à l'exposition à Paris en 1925, les ateliers sous la direction de Madame Lamova ont participé à cette exposition et le public européen a bien sûr été impressionné par ce laconisme et par la modernité de ces modèles. Par exemple, le collier de Nadezhda Lamova et les participants de son atelier devaient faire ces colliers à partir du pain, mais tout cela était beau. Et Nadezhda a obtenu l'un des meilleurs prix. Et dans le jury était la grande Jeanne Lamarck. Donc, l'art déco, dans son dans une de ses formes est arrivé en Russie, mais tout cela s'est arrêté très rapidement. Nadezhda Lamova a été accusée qu'elle utilisait le travail illégitime des travailleurs illégitimes et après elle s'est concentrée sur la création de costumes pour le théâtre et elle a réussi dans ce métier. Malheureusement, nous n'avons aucune robe de Nadezhda Lamova des années 20, début des années 30, malheureusement. Beaucoup de pièces qui portaient les femmes à cette époque-là, dans les années 30 et dans les années 40, ont dû être refaites parce qu'il n'y a pas eu de tissu et donc plusieurs fois ces robes ont été recousues, rechangées. C'est peut-être l'une des raisons pourquoi ils n'ont pas abouti à nos temps modernes. Oui, en effet, je vais également envoyer dans le chat maintenant le site consacré à Nadezhda Lamonova. Et en effet, c'est un article de Wikipédia, mais pourtant, il va aider aux participants intéressés de commencer une recherche plus approfondie. En effet, c'est une personne qui représentait l'aristocratie d'avant la Révolution, qui a fait travaillé avec dans le style de l'art déco en Russie. Vous avez mentionné les tableaux.
qui font également partie de cette exposition. J'avais vu dans la vidéo quelques peintures. Pourriez-vous faire quelques commentaires sur la mode et les peintures de cette époque-là? Comme je l'avais déjà mentionné, nous avons dû introduire la mode dans une époque historique et cela n'a pas été fait mieux par autre chose que par les graphiques, en fait, par les peintures. Et donc, c'est Massimo Campelli avec ce tableau Les couturières qui ouvre notre exposition. On peut voir les figures monumentales des femmes qui sont assises sur un escalier qui n'a pas ni le début ni la fin. Et ces femmes nous envoient aux déesses du destin de la Grèce antique qui en fait prépare en fait et qui utilise les fibres du destin de chaque personne. Et ici, ces femmes sur ce tableau, elles font la couture de cette société déchirée par la guerre. Et donc peut-être c'est justement ces femmes-là qui, après la guerre, jouent le premier rôle. Et nous avons également la peinture de Georges Barbec qu'on peut considérer les tout débuts de l'Art déco. C'est 1913, c'est la date de la création de ce tableau. Nous avons des grands travaux des expressionnistes allemands et la partie d'exposition liée à l'exposition allemande même est très importante. En 1933, les autorités, en fait, au pouvoir arrivent les nationaux socialistes et il n'y a pas mieux pour illustrer ces événements qui ont abouti à la Deuxième Guerre mondiale et à la fin de l'Art déco. Il n'y a pas mieux que triptyque. C'est en fait le peintre Emmerich on ne peut pas trouver mieux que lui. Donc on revient aux événements de la République de Bavarie de 1918 et cette tension dans la société liée avec l'arrivée d'un autre régime très sévère, total, on peut le ressentir et fait le public à réfléchir aux événements futurs. Et c'est pas par hasard que le tableau d'Emzen a été peint en 1933. En plus, pendant notre exposition, sont exposés les tableaux de Raoul Dufy, le peintre qui a créé les croquis des costumes et qui travaillait avec Monsieur Poiret, le grand modélière. Nous avons pas beaucoup de leurs pièces, mais ils sont très précieux. Vous savez, la mode de l'art déco, elle est très belle. C'est vraiment le art de haut niveau et c'est la mode qui avait été créée par des vrais peintres. Et donc, c'est l'art à très haut niveau. Et une autre tâche qui était devant nous, c'est de rechercher les faces, les visages de cette époque. Une chose quand nous voyons cela dans des vidéoprojections, une autre chose, c'est montrer ces visages de l'époque dans les dessins. Et donc, nous avons trouvé les portraits de Lydia Deletorske, fait par Matisse de début des années 1930. Nous avons également exposé 2 natures mortes de Fernand Léger et de mes enfants.
un autre nom. Et donc, c'est pas par hasard que nous avons mis ces deux tableaux pas loin de cette Buick. Et donc, le regard euh, du public va se concentrer quand même sur la ligne rouge de la roue qui symbolise cette voiture et cette époque-là. Donc, c'est le portrait de Diletorskaya, Madame Diletorskaya et sa photo. Так, будет нагляднее. C'est pour mieux vous montrer. Скажите, пожалуйста, ведь вот эти платья, Ces robes, vous avez dit que ces robes ont été créées par des grands peintres. авторское производство, Il est clair que ну, elles étaient produites d'une manière unique. On ne peut pas trouver les deux robes identiques. Mais on pouvait trouver et acheter ces robes dans des magasins ou est-ce que ces robes sont complètement uniques? Bien sûr, elles sont uniques. Dans la masse production, on ne pouvait pas les trouver. Malgré le fait qu'il y a eu des magazines de mode et il y a eu des dessins de broderie, mais pas toutes les femmes ont assez de savoir-faire pour répéter l'idée des peintres, en fait, de créateurs. On pouvait utiliser quelques détails à la mode, mais concernant les grands ateliers, bien sûr, c'était le travail à la main pendant de longues heures. Et même si vous voulez répéter quelque chose de ce genre, sans un modèle, ça n'aurait pas été possible. Et donc, quand même, les robes étaient différentes l'une à l'autre. Et d'ailleurs, nous avons une robe d'une société inconnue française des années 20 qui paraît trop fait de perles. On peut pas vraiment comprendre si c'est en fait tressé ou comment cela s'est fait. Et une en fait professionnelle russe, Natalia Likoyanova, a répété la création de cette robe. Et elle avait demandé à Nassim Mustafaev de l'observer. Et Nathalie a dit que pour faire une copie de cette robe, elle a dû il a dû travailler pendant 245 heures. Donc, vous pouvez vous imaginer. Concernant le poids de ces robes, aussi, il était important. Donc, elle a dû utiliser 3 kg, 700 grammes de perles. Et je vous ai dit que ces robes sont fragiles alors que ces perles sont faites en verre et ce n'est pas très fragile. Mais la base de ces robes, c'est de la soie qui sont également d'autres matières très fines. Dans le meilleur des cas, ça peut être le velours. Il n'y a pratiquement pas de laine et donc on met des décorations sur ces matières fragiles et surtout la partie supérieure de ces robes souffre quand on essaie de les conserver. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, en effet, notre dernière question est liée justement au temps nécessaire pour créer ce genre de robe et vous avez pratiquement répondu. Si c'est seulement une personne qui devait créer cette robe, donc 200 et quelques heures de travail, ça fait un mois de travail. Mais il faut quand même faire quelques pauses dans votre travail. Donc, un mois, c'était le moins possible. Et donc, on m'a demandé s'il y a eu des sutures faites à la machine ou pas. Non, je devrais dire que les points de suture étaient surtout fait à la main. Et même si les sutures à la machine, ça existait.
Et donc, il y a eu des techniques où on utilisait les machines de Carnel qui, en fait, pouvaient coudre les perles, en fait, les fils avec des pierres, des perles sur les robes, mais c'était quand même assez rare. Souvent, et dans la plupart des cas, c'était bien sûr le travail manuel. Et donc, les couturières utilisaient un outil spécial, un crochet spécial, et les hommes étaient du public étaient très étonnés parce que c'est d'abord les parties de robe ont été en fait décorées et après on les rassemblées en une seule robe. Et ce fait n'étonnait pas les femmes. Et il y a peu de maisons de mode dans l'exposition, où je veux dire quand on peut retrouver en fait, sur la robe les preuves des maisons de mode. On peut retrouver quand même les maisons de mode de Jean Malnin, Lucien Lelonde et quelques autres, mais je parlais avec Nazim Mustafaev. Beaucoup de ces robes, on peut les référer à une marque ou une autre, mais on ne peut pas retrouver ces marques, en fait, les parties de ces marques sur les robes. Pourquoi? Parce que la plupart des acheteuses étaient les Américaines, parce que le taux de change de dollar était très avantageux et en plus c'était très prestigieux, c'était la mode française. Mais pour faire euh, sortir ces robes de France en Amérique pour ne pas payer euh, pour ne pas payer à la douane. Donc, il fallait enlever ces tags de robes. Et donc, il existait plus de 700 maisons de mode à Paris à cette époque-là. Et les revenus de la haute couture en France était égal aux revenus de la production de métal. Donc, pour cette raison, l'État faisait tout son possible pour garder la haute couture dans la capitale de la mode, la France. Et le rôle de Lucien Lelong, dont la robe est exposée, est très important. Il a fait beaucoup d'efforts pour faire face au plan des Allemands, de faire en fait de transférer les maisons de mode en Allemagne. Donc, tout est né beaucoup plus tôt. Et les robes de Marilyn Monroe, quand elle félicitait le président Kennedy, ont été également ces robes nées dans l'art déco. Nina Ivanovna, merci beaucoup pour cette discussion, pour cette soirée de l'Ermitage. Vous avez mentionné également les textes qui sont exposés dans l'exposition. Est-ce qu'on peut trouver et retrouver ces textes dans l'Internet? Vous ne pourriez pas répéter votre question parce que j'ai eu un mauvais son. Est-ce qu'on peut retrouver les textes dans l'Internet, les textes de votre exposition? Je ne suis pas sûre. Quoique peut-être on peut les trouver parce que je vois que le public font des photos de cette exposition et les met sur Internet dans leurs médias sociaux. Mais je pense qu'on peut retrouver ces textes pour nos participants. C'est Monsieur Mustafa et moi-même qui ont écrit ces textes.
Il y a eu quelques citations et les répliques différentes et intéressantes de quelques politiciens et des activistes culturels ont été préparés par notre conseil de jeunesse. Et tout cela est bien combiné avec les designers remarquables de cette exposition. Je voudrais dire que le design de cette exposition a été créé par Émile Kapelouche et Yuri Souchkov, les peintres de Saint-Pétersbourg. Et bien sûr, c'est à eux que nous devons la réussite de cette exposition. Et merci beaucoup. Je mets dans le chat le lien pour l'exposition dont nous parlons aujourd'hui. Vous pouvez y trouver beaucoup de photos et les descriptions. On serait très reconnaissant d'obtenir ces textes de votre part et si vous nous donnerez votre accord pour publier ces textes sur le site de la Maison Russe à Bruxelles pour que nos participants puissent lire ces textes en 4 langues parce que notre site existe en 4 versions, c'est l'anglais, le français, le russe et le néerlandais. Merci beaucoup. J'ai été super impressionnée et je pense que cette exposition nous évoque le Paris du siècle dernier et l'art de Matisse. Et tous les chefs-d'œuvre de ce style étranger. C'est une exposition très riche, très concentrée en œuvres d'art, en fait en pièces, et consacrée à ces années entre les 2 guerres. Et nous sommes très reconnaissants que vous avez donné votre accord de nous inviter à cette exposition malgré la distance. Merci beaucoup, merci pour votre attention, merci beaucoup pour votre intérêt à l'Ermitage, à l'histoire du costume et de la mode. Et juste, on a quelques... c'est juste un lien, c'est le même. C'est le lien pour l'Ermitage. Merci beaucoup à notre participant qui nous a envoyé le même lien pour l'Ermitage. Donc, on vous invite tous à visiter cette exposition. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Je vous invite pour notre prochaine soirée qui aura lieu en juin et qui va être une soirée familiale, donc vous pouvez visiter, en fait, y participer avec vos enfants. Le texte va être très simple et et pour les enfants à partir de 10 ans, ça va être intéressant. Et donc, ce sera une exposition, une soirée pour toute la famille. Pour visiter l'Ermitage. Donc, suivez nos publications et je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine fois, à notre prochaine soirée.